Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Enfance, éducation et société. Collection Enfance, éducation et société. Sophie Briquet-Duhaz, Chantal Ouellet et Nathalie Lavoie, cohorte, Progrès en lectures-écritures chez des élèves du primaire au post-secondaire 2015. Cette collection regroupe des études et essais concernant l'enfance au travers d'approches multiples. Études universitaires et essais issus du monde de l'éducation ou du secteur du travail social, ces travaux ont en commun la même préoccupation, apporter un éclairage diversifié sur un domaine essentiel de l'univers des sciences humaines. Déjà paru. Yannick Brun-Picard, Le dialogue en éducation et en enseignement. Trajection proactive au cœur d'une interface communicationnelle sociétale, 2019. Yannick Brun-Picard, La carte conceptuelle en éducation, pluralité des cheminements d'une conceptualisation, 2018. Yannick Brun-Picard, Positionner des jalons éducatifs sociétaux, 2018. Yannick Brun-Picard, L'exemplarité en éducation. La reconnaître, l'accepter, la valoriser, la diffuser, 2018. Anaïs Barthélémy-Chaudoir, L'enfant à l'école et la psychologue, analyse et vignette clinique de 30 ans de pratique, 2018. Yannick Brun-Picard, Interface sociétale d'émulation intergénérationnelle, réalité produite par l'enseignement, l'éducation, la formation et l'instruction, 2017. Philippe Eberly, Olivier Molini et Maria Pagoni-Indir, La participation des élèves, effet de mode ou nécessité, 2017. Patrice Gall, Réussir l'école inclusive grâce au partenariat entre les parents, l'éducation nationale et les structures médico-sociales. L'exemple de la scolarisation de collégiens sourds ou malentendants, 2017. Claire Grand, Prendre en charge les troubles d'apprentissage, Petit guide pour les enseignants, 2017. Rochambeau-Lény, Dire, Troubles du langage, langue d'enseignement et rendement scolaire, essai de diagnostic du système éducatif haïtien, 2017. Marc Roulier, L'école, une question de management, 2017. Exergue. Aucun homme n'a jamais atteint l'excellence dans son métier, sans passer par les routes lentes et douloureuses du travail, de l'effort et du courage. Confucius. Ce n'est pas grave, si vous avancez lentement, aussi longtemps que vous ne vous arrêtez pas. Confucius. Nous n'existons que par rapport à autrui. Vous qui vous reconnaîtrez, le savez en toute humilité. Géraldine et Johan, vous m'avez permis de parvenir à une certaine sagesse. Aujourd'hui. Firmin, Lynn, Lily et Jules nous invitent à aller un peu plus loin dans la sagesse, partagée avec Brigitte. Introduction. La triste réalité de l'existence de phénomènes de prostitution de jeunes filles de 12 ans dans de rares collèges, ainsi que d'adolescentes dans des lycées, a été exposée dans mes travaux au sujet des violences sociétales, des violences scolaires et des dynamiques de territorialisation par la violence dès 2003. Ces constats atterrants ont été ostracisés par les sociologues et les géographes, tout en étant ignorés par les pouvoirs publics demeurés sourds à ces alertes. Ceux-ci auraient dû intervenir. Lors d'un colloque à Rimouski toujours en 2003 pour des thématiques similaires, j'ai été vertement tensée, lors de la présentation de ces faits, par des experts en violence scolaire et en sociologie. Ils étaient arc-boutés sur la méthode employée. Ils argumentaient que ce n'était que du factuel et que cela ne pouvait pas être généralisé, le pire étant que pour certains et certaines ces formes d'exploitation n'existaient pas. En outre, tous et toutes dénonçaient la démarche intégrée en érigeant le dogme de l'éthique pour aller remuer les bas-fonds de notre humanité. Quelques années plus tard, toujours sur les thématiques des violences scolaires, des violences sociétales et des dynamiques de territorialisation de la prostitution d'adolescentes, mes démarches méthodologiques ont été dénigrées et tenues sous silence par le refus de toute publication d'articles sur ces thèmes des plus dérangeants pour ceux et celles qui refusent de voir ce qui se déroule aux abords de quelques établissements scolaires. Cet exemple n'est pas du misérabilisme ou de la victimisation qui n'ont pas de place dans un ouvrage dont l'objectif est de mettre en perspective de manière accessible une conception et une pratique qui font que l'objet induit la méthode mise en œuvre afin de rendre explicite ce que l'analyste peut observer. La conceptualisation de ces interfaces d'investigation conjoncturelle au regard des exemples de la prostitution de collégiennes et de lycéennes
devrait toucher la conscience de ceux et celles qui ont contribué à endiguer toute publication. En effet, en 2018 et 2019, des parents pleurent et pleurent encore en apprenant que leurs enfants se prostituent aux portes de leur établissement scolaire et que cela semble normal. Les médias exposent les procès en cours et des éléments d'investigation, où l'effrayante réalité montre que des jeunes filles sont des gagneuses. Il est probable que si les experts en violence scolaire et au sujet des dynamiques des formes de prostitution n'avaient pas, par infaillibilité dogmatique et méthodologique, détruit les travaux effectués en observation intégrée avec une méthode d'étude adaptée aux phénomènes perçus, ces jeunes filles n'auraient pas basculé dans la prostitution, le fléau ayant été endigué par les pouvoirs publics. Là, je me berce d'illusions. Il aurait fallu pour cela que ces sachants institutionnels admettent leur ignorance. Qu'ils conçoivent l'observation intégrée comme une démarche valide vectrice de scientificité, malgré le gargarisme éthique avec lequel ils s'adoucissent la gorge. Il aurait fallu que les observations tenues sous le sceau du secret soient reconnues. Il aurait fallu que le monde universitaire s'extrait de ses certitudes normatives pour ouvrir le monde des possibles en concevant que les faits les plus noirs de notre humanité ne sont accessibles que par des études entreprises dans la plus grande discrétion, pour la sécurité des victimes dans le cas de la prostitution des jeunes collégiennes et pour celle de l'investigateur qui se retrouve dans des situations où il devient la cible des réseaux ainsi que des institutionnels qui ne veulent pas admettre l'existence des apostrophes. Un fléau qui se déroule en toute impunité sous leurs yeux. N'oublions pas que la police et la gendarmerie, lorsque des enquêtes sont entreprises pour démanteler des réseaux de trafiquants ou de proxénètes, agissent dans le plus grand secret, afin de collecter le maximum d'informations sur les faits qui deviennent accessibles bien que cela puisse irriter des idéologues d'une éthique malléable. Le décor est planté, le rejet de méthodes d'observation intégrées pertinentes pour accéder aux plus sombres actions de nos sociétés. Aujourd'hui, mes travaux mettent en pratique l'observation intégrée pour laquelle les objets de recherche ne sont surtout pas informés qu'ils sont en train de se faire disséquer pour une étude. C'est pour cela que j'affirme que pour des facettes des sciences humaines, des sciences sociales, des sciences de l'éducation, voire de la géographie, il est nécessaire que l'objet induise la méthode afin d'accéder à la réalité la plus intègre qu'il soit donné aux chercheurs soucieux de rendre explicites des faits sociétaux souvent dérangeants. Quand l'objet induit la méthode, le chercheur, l'analyste, l'investigateur œuvre à la conceptualisation d'interfaces sociétales d'investigation conjoncturelle. Elle est produite par l'adaptation de la démarche vectrice de scientificité mise en œuvre pour rendre visible, lisible, compréhensible et explicite des phénomènes sociétaux qui existent ou qui peuvent exister avec de grandes similitudes au sein de toutes les interfaces sociétales existantes. Avant d'entreprendre ce cheminement si particulier qui positionne mes pratiques aux marges des normalités méthodologiques de toutes les sciences humaines, je me dois de préciser certains points. Ce n'est pas un procès contre les méthodes. Ce n'est pas un dénigrement des autres pratiques. Ce n'est pas une charge sabre au clair contre le clientélisme, hélas si présent. Ce n'est pas une invitation à l'anarchisme méthodologique. Ce n'est pas un rejet des pratiques contemporaines. Ce n'est pas un brûlot, ni un pamphlet au sujet d'errances idéologiques propices à l'enfermement. Ce n'est pas un plaidoyer pour l'individualisme méthodologique. Ce n'est pas un culte de l'ego développé et exposé par le prisme de l'affirmation d'adapter la méthode à l'objet. Les pages proposées à la critique bienveillante et constructive sont conçues comme des étincelles à même d'allumer le feu d'Aristophane, afin que les savoirs rendent accessibles les réalités sans que celles-ci ne soient tronquées par des dogmes, des outils, des habitudes ou des obligations d'appartenance. L'initialisation de cette entreprise provient de l'hypothèse pour laquelle les observateurs des phénomènes sociétaux ont besoin d'outils adaptatifs pour parvenir à rendre le monde des faits plus accessible et plus compréhensible pour les destinataires. Pour cette hypothèse, il est alors nécessaire que les méthodes mises en œuvre dans l'observation, l'analyse, l'exposition et la diffusion de ce qui a été constaté proviennent de l'objet d'étude. C'est-à-dire que l'objet induise la méthode laquelle provient de l'agrégation d'éléments méthodologiques pertinents empruntés aux démarches existantes. Dans cette perspective, la conceptualisation des interfaces sociétales d'investigation conjoncturelle sera abordée en mettant en évidence les fondements méthodologiques à une telle pratique, succinctement présentés dans l'image de couverture.
4 contextes illustreront l'induction de la méthode par l'objet. Des activités d'enseignement, des faits territorialisés tels que les tourismes, les phénomènes qui tendent à devenir universels tels que les réalités climatiques paroxysmiques, ainsi que les mouvances sociétales par l'emprise médiatique présente dans les sociétés contemporaines sont les axes empruntés pour démontrer l'efficience de ce positionnement. Enfin, des enseignements seront mis en relief sachant que toute démarche en sciences humaines souffre d'incomplétude. Alors, toute chercheuse, tout investigateur sera en capacité de prendre des éléments méthodologiques adaptés à l'objet d'étude, sans le déformer, ni le modeler pour servir des intérêts autres que la production de savoir et la diffusion de connaissances. Des fondements méthodiques. Toute production de savoir et de connaissances impose une démarche méthodologique, une trame explicite pertinente, accessible, fonctionnelle et adaptée au domaine d'exposition. Une action méthodique est alors impérative afin de limiter tout égarement ou toute invention nuisible aux propositions faites, ainsi qu'à l'intégrité des contenus diffusés. Cependant, je garde à l'esprit les mots de Roland Barthes afin de nous préserver de tous les maux qui nous guettent. La stérilité menace tout travail qui ne cesse pas de proclamer sa volonté de méthode. Pour aller plus loin par l'intermédiaire de ma reformulation, méthodologisme et scientisme contraignent l'esprit à limiter ce que rend accessible la conscience. C'est pour cela que j'insiste lourdement sur le positionnement méthodologique que je défends, pour lequel la méthode employée pour rendre accessible et explicite un phénomène doit pour l'essentiel être induite par l'objet. Il n'y a pas un rejet de toute forme de méthode. Il y a une sélection d'une structuration méthodologique afin que les analyses soient en phase avec l'objet, afin d'éviter que l'objet soit façonné par la méthode. Si par malheur pour les productions dites scientifiques ou toute autre démarche d'explication et de démonstration, l'objet vient à être modelé par une méthode, celui-ci ne serait que le produit d'une conception de ce qu'il doit être. En revanche, en acceptant que l'objet induise la méthode mise en œuvre pour en extraire des savoirs et des connaissances, l'intervenant préserve l'intégrité des phénomènes perçus, des réalités partagées, des dynamiques constatées ou des évolutions évaluées en fonction de l'accessibilité des faits et des constituants propres à un contexte d'investigation. Les mots de Bachelard mettent en garde contre cette tentation du confort pour lequel une seule méthode serait viable, 1993-15. Il vient un temps où l'esprit aime mieux ce qui confirme son savoir que ce qui le contredit, où il aime mieux les réponses que les questions. Alors l'instinct conservatif domine, la croissance spirituelle s'arrête. Par ailleurs, la distance à prendre avec l'impératif d'une méthode formatée est exposée par Feyerabend, 1988, 332 à 333. L'idée que la science peut et doit être organisée selon des règles fixes et universelles est à la fois utopique et pernicieuse. Toutes les méthodologies ont leurs limites, et la seule règle qui survit c'est « tout est bon ». En outre, les indications de Mukieli, 1983-60, trouvent elles aussi une place référentielle dans ma conception de l'induction méthodologique. Toute méthode présuppose l'existence de données phénoménales, les faits sociaux, actions, expressions écrites ou orales, d'un organisateur de ces données appelé structure. Cet organisateur n'est pas perceptible directement, il est à un niveau inconscient, il rend compte d'une manière synthétique et logique de l'ensemble des faits étudiés. Ces traits particuliers de la construction d'une méthode et de son emploi ne font pas oublier ceci. Seuls sont indestructibles les chaînes invisibles dont notre être s'habille. Yannick Brun-Picard. Ils indiquent que notre conscience doit permettre et contribuer à s'extraire de conceptions pouvant nous enfermer dans des démarches restrictives. Elle provoque des amputations des réalités, afin de satisfaire à des règles méthodologiques certainement inadaptées aux phénomènes rencontrés. Il est alors indispensable d'admettre que les objets pour les sciences humaines sont à même d'induire la méthode qui les rendra explicites, comparables, diffusables, reproductibles et vérifiables. Cela indique qu'il y a une conceptualisation d'interface sociétale d'investigation conjoncturelle, laquelle offre à l'analyste des faits et des phénomènes des moyens fonctionnels corrélés au domaine de recherche. Il devient plus aisé de briser les chaînes méthodologiques qui trop souvent contraignent nos lectures de ce que notre conscience peut dévoiler. Les fondements à ce positionnement qui me rejette aux marges des pratiques dites scientifiques contemporaines reposent sur une conceptualisation de la réflexion et des analyses entreprises.
L'engramme des méthodes collaboratives et de l'analyse systémique de durabilité, ASD, tient un rôle fondamental dans la construction des savoirs soumis à la critique. Il est vrai que mes pratiques annoncent un positionnement anachronique difficilement acceptable pour ceux et celles qui construisent l'objet, en fonction d'une méthode. Cependant, les attendus de scientificité pour des approches majoritairement qualitatives montrent la viabilité de mes choix. Conceptualiser une réflexion. Aspirer à la construction et à la diffusion de savoirs puis de connaissances accessibles et explicites suggère qu'une conceptualisation particulière des actions d'investigation est orientée, guidée, induite, accompagnée par des jalons. Ceci s'exprime dans les maximes suivantes. Agir est astreignant. Ne rien faire est anéantissant. Cette invitation à l'action, à l'engagement, à la production ainsi qu'au partage s'accompagne d'une motivation, de cette étincelle chère à Aristophane. Elle prend forme avec ces mots. Faire le premier pas est parfois coûteux. Ne pas le faire est irrémédiablement ruineux. Lorsque l'on construit une méthode en fonction d'un objet que l'on a accepté de percevoir, de reconnaître, de disséquer et d'expliciter, il s'avère important de mettre en relief le cheminement source et trame de l'œuvre accomplie afin que les destinataires et les critiques puissent prendre le temps de reproduire dans les détails ce qui a été effectué. Alors, l'esprit met en application cette invitation. La pierre taillée doit être façonnée. Celui qui l'oublie ne pourra la positionner. Yannick Brun-Picard. Cela signifie que le travail d'une chercheuse ou d'un analyste ne s'arrête pas aux gros œuvres. Il exige d'aller chercher des détails, des similitudes, des axes et des articulations invisibles au premier regard. En façonnant pas à pas une méthode pertinente pour un objet donné, il devient plus aisé de retranscrire des facettes d'une réalité. La conceptualisation de l'analyse d'une investigation s'articule autour d'une élaboration, d'éléments, de thématiques, d'orientation, d'une proaction, de dynamique, de spécificité et de finalité corrélées à ce qui a été problématisé. Vous noterez que je ne rentrerai pas dans le détail d'une construction, car il me semble opportun que chacun puisse élaborer une trame personnelle pour chaque recherche. Vouloir comprendre ce qui se déroule ou les causes d'un phénomène ou d'une catastrophe n'est pas une génération spontanée. Cette capacité s'acquiert au cours d'une formation et des opportunités en fonction des facultés mises en synergie. L'élaboration d'une conceptualisation ne déroge pas à ce principe de réalité. L'élaboration débute avec l'identification de ce que l'on souhaite aborder, de ce qui touche notre conscience, de ce qui dérange notre être. L'objet est alors initialisé. Il va pouvoir être défini dans sa nature, ses dimensions, ses influences, ses implications. Les constituants sont ordonnés en corrélation avec ce qui donne vie au phénomène en cours d'appropriation. L'extraction des données, des spécificités, des dynamiques et des inductions alimente à la structuration des informations collectées ainsi qu'à la reconstruction intellectuelle de cet objet. Il s'ensuit une sélection des axes pertinents pour répondre à un questionnement cohérent avec ce qu'il est donné à l'analyse. Figure 1. Conceptualisation d'une analyse. La sélection fait appel à une part de subjectivité non négligeable, bien que l'objectivité guide ce décortiquage d'un phénomène. La connectivité est préservée entre les articulations potentielles, lesquelles permettent de rendre compréhensibles les mécanismes internes avec leurs interdépendances et leurs orientations. L'analyste peut valoriser les informations fonctionnelles afin de façonner l'objet sans le déformer, pour ensuite produire une exposition conceptuelle. Simultanément, l'investigation met au jour et répond à la thématique conçue pour l'objet en cours d'étude. La thématique pour les sciences humaines doit être ouverte afin de conserver la possibilité d'améliorer le contenu de l'objet, en intégrant des externalités indissociables de son existence. Sa destination explicite contribue à éviter tout égarement et toute spéculation quant à sa représentation. La portée argumentative conduit le concepteur en direction d'une structuration progressive pour que les leviers internes à l'objet présenté puissent être explicités de manière pertinente, sans être tronqués. Il est quand même nécessaire de conserver des pans interprétatifs. En effet, l'interprétation participe à l'ouverture attendue et surtout elle donne au destinataire la possibilité de transposer les informations pour aborder des contextes semblables.
Cela signifie que la thématique est à la fois associative et exploratoire. Ces deux aspects favorisent la captation des influences connexes associées à l'existence de l'objet, tout en offrant la possibilité d'aller au-delà du vernis pouvant satisfaire une diagonalisation. Là, les éléments de la conceptualisation trouvent toute leur importance pour mettre en forme l'effervescence cognitive de la chercheuse ou de l'analyste. La procédure employée, qu'elle soit intuitive, instinctive, opportuniste, formalisée ou impérative en fonction de la situation des observateurs, doit être suffisamment décrite pour être reproduite. Le niveau d'investigation par la profondeur à laquelle s'effectue la recherche ou en fonction de l'arborescence des interactions et des participants oriente en partie les techniques mises en œuvre pour comprendre les faits. Les techniques dans leur diversité proviennent du domaine de recherche et de ce qu'il est possible d'employer pour produire une analyse efficiente. De cette analyse sont relevées les tensions, les forces, les influences en présence qui font la particularité de l'objet. Lors du décortiquage de la réalité, des réalités perçues par l'investigateur ou la chercheuse, des options, des apports, des dépendances, des causalités et des conséquences émergeront en corrélation avec les éléments découverts et retenus pour rendre explicite la présence d'un phénomène. Les dynamiques propres à l'objet sont partiellement annoncées avec les connexions entre les éléments mis en évidence. Ces dynamiques rendent visible ce qui donne vie aux constituants en interaction. Elles donnent la texture aux oppositions, aux agrégations et aux tensions qui reviennent en étant utilisées pour une perspective nécessitant une érythrée pragmatique des actions sur les actes des protagonistes. Les facettes modulaires, mémorielles, fonctionnelles, structurelles et conjoncturelles sont alors accessibles puisque les structures internes au phénomène sont déposées afin d'exposer leur point d'ancrage. Il devient élémentaire de concevoir les dynamiques associatives et sociétales existantes, sous l'impulsion des acteurs inclus dans l'objet étudié. L'orientation construite par induction successive en réponse au dévoilement des éléments et des dynamiques permet au concepteur d'attirer l'attention de tout observateur. Il faut dire que l'orientation d'une étude vise principalement à démontrer l'existence de quelque chose, ou la nécessité de modifier une perspective de lecture des faits. L'orientation donnée à une étude vise souvent à motiver les destinataires, à intéresser des participants, à guider des actions ou encore à captiver des étudiants qui ont des difficultés à s'investir. Elle est aussi conçue pour fixer l'attention, des savoirs, des alertes et des références en toute convivence. En effet, la convivence, cette fameuse relation d'harmonie avec les autres, avec ceux qui constituent la texture d'un objet, est une orientation indissociable de toute étude. Les spécificités contextuelles trouvent toute leur importance dans cet objet qui va induire une méthode d'étude. En continuation de la convivence, elle s'initialise par le constat qu'au commencement est la relation, ce qui atteste de l'influence de Buber, Je et tu, 1923-2012. Pour les sciences humaines, la relation pouvant exister entre les individus ne peut pas être occultée. Le concepteur s'en préserve en prenant une distance de soi à l'autre, qui est une forme édulcorée de la distanciation empathique, laquelle annonce le nécessaire recul pour comprendre les faits. Au sein des spécificités, les filtres contextuels que sont les implications, les influences, les relations ou les orientations viennent agrémenter ce qui sera retenu en fin d'étude. Il en est de même pour l'intersubjectivité et la réciprocité, car il y a un échange entre les actants. Il est dû au contact même éphémère qui a pris forme lorsque deux personnes se trouvent en présence. La proaction renforce la conceptualisation entreprise par l'analyste d'un phénomène. Elle s'effectue sur soi-même. Cela signifie que le plus souvent inconsciemment le chercheur en produisant sa recherche intervient sur ce qu'il est tout en progressant dans son domaine de recherche. Il y a une sorte de transformation plus ou moins importante de l'individu par lui-même, provoquée par la conscience de l'œuvre en cours de réalisation. La part d'inconscient n'est pas mesurable, mais elle est bien présente puisque tout ne peut pas être conscientisé. La proaction favorise le contact avec autrui par la contextualisation et la modulation des échanges en fonction des objectifs définis. Les finalités de la conceptualisation source de l'induction d'une méthode par la constitution d'un objet peuvent être brièvement présentées. Elles aspirent à l'universalité, non pas en tant que vérité absolue, mais en tant que savoir pouvant être diffusé afin de participer à l'amélioration de nos connaissances sur le monde des faits,
pour paraphraser Popper, 1998. Cela indique que la création est bien présente par la seule production d'éléments pouvant être soumis à la critique. Il s'ensuit une présentation et une projection pour soutenir toute amélioration, et contribuer de manière engagée à l'apprenance pour toute personne curieuse de ce qui a été entrepris. Bien que l'objet induise la méthode, vous aurez remarqué que celle-ci provient d'influences prégnantes qu'il me faut tant soit peu expliciter afin d'en percevoir les leviers principaux. Les collaboratives et l'ASD. La conceptualisation propice à l'induction d'une méthode par un objet, élaborée par un analyste, montre que l'on pratique une démarche méthodique afin de parvenir à disséquer de manière cohérente les phénomènes que l'on souhaite rendre explicites. En outre, cela sous-tend que les cheminements employés sont partiellement conçus en relation avec nos acquis, d'où la reconnaissance de l'importance des méthodes collaboratives, Chevalier 2009, et de l'analyse systémique de durabilité, ASD, dans l'agrégation méthodologique qui anime mon positionnement conceptuel et mes productions. L'association des collaboratives et de l'ASD pour étudier des phénomènes sociétaux au sein des sciences humaines dans leur globalité, pour assembler inopportun à quelques critiques et écoles de pensée viscéralement soudées à un quantitativisme néfaste, à une perception non tronquée des réalités. Une telle association mériterait un ouvrage méthodologique. Pour l'heure, seuls quelques traits diagonalisés seront exposés. Il n'est pas utile à mon sens, de rentrer dans des détails alors que l'induction est un constituant de mes propos. Cette association pragmatique et fonctionnelle regroupe les problèmes, la structure, les interactions, la diversité contextuelle, la représentation, la mise en œuvre, les champs de force, les évolutions, les fonctionnalités et bien sûr le jeu d'interface. Les problèmes à solutionner émergent des questionnements et des problématiques liées aux phénomènes abordés. Ils mettent en relief les niveaux d'implication et d'intervention au sein desquels l'observateur fouille l'objet. Cela indique que les implications personnelles, sociétales, contextuelles et interrelationnelles occupent une place conséquente dans les problèmes pour lesquels des pistes de résolution doivent être conçues. Les impacts, les ramifications et les acteurs se greffent aux axes d'investigation ou les problèmes liés à la nature de leurs liens, à l'étendue des conséquences, à ce que sont les actants d'une réalité ou encore à l'expansion des implications possibles et réelles, trouvent une position d'articulation structurelle. Figure 2, agrégation de méthodologie. La structure de la démarche entreprise se dessine peu à peu. Elle est influencée par les problèmes conscientisés lors de l'appropriation du phénomène par l'analyste. Ce terme d'analyste peut choquer. Il est employé indistinctement pour le chercheur, l'investigatrice, l'initiatrice, le concepteur d'une recherche, d'une étude ou d'une analyse. La terminologie au féminin ou au masculin est utilisée afin de ne pas focaliser sur le masculin et de témoigner de la présence féminine dans les domaines de la recherche. Certains et certaines diront. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.